Donc, ce que je vais présenter, donc Alexandre est ancien élève de l'ENS Lyon, agrégé de philosophie et doctorant donc en philo ici à l'UBM sous la direction d'Étienne Bimbenet et de Gérald Hartung, c'est ça, à l'université de Wuppertal en Allemagne. Et tu es membre du laboratoire SPH. Tu travailles sur la philosophie animale, l'anthropologie philosophique et la phénoménologie. Et tu es l'auteur du livre L'animal aux éditions Sileps en 2024. Voilà, donc on te laisse la parole pour 20 minutes pour ta Ouais, présentation. merci beaucoup à vous deux pour l'organisation et l'invitation. Je vous mets juste rapidement une heure et j'espère que ça ne sera pas trop pénible cette, en cette heure compliquée après le déjeuner. J'essaierai de ne pas dépasser le temps. Donc j'ai intitulé ma présentation L'anthropocentrisme est-il définitivement condamné? Repenser le lien entre l'être humain et son environnement à partir de la positionnalité excentrique de Helmut Plessner. Le but est de présenter quelques aspects de mon travail qui portent sur la philosophie animale et l'anthropologie, en particulier l'anthropologie philosophique allemande. Je parlerai rapidement de ce courant auquel donc ce philosophe Helmut Plessner, philosophe du XXe, appartient. On peut partir, pour cette réflexion, on peut partir d'un constat qui est que toutes les recherches actuelles en sciences humaines et sociales se font aujourd'hui dans le contexte dramatique de la crise écologique et de l'effondrement de la biodiversité. On nomme cette crise anthropocène ou capitalocène. L'époque est à l'appauvrissement de la vie terrestre et à la dégradation d'un environnement qui promet de devenir de plus en plus inhabitable en raison de l'action humaine. Étant donné donc la responsabilité humaine dans ces catastrophes, il semblerait que l'on ait d'autres choix raisonnables que de condamner ce qui, conceptuellement, a permis cette dégradation, à savoir l'anthropocentrisme, qui serait coupable d'avoir institué l'homme, pour reprendre ici rapidement la formule de Descartes, bien connue, l'homme comme maître et possesseur de la nature, ayant ainsi rendu possible l'exploitation sans limite de la nature par la technique, le capitalisme industriel, l'extractivisme. La seule conversion conceptuelle possible devrait alors être celle qui tourne le dos à l'anthropocentrisme pour réaffirmer notre communauté avec le vivant. Je renvoie ici rapidement donc à toute la constellation actuelle des penseurs du vivant. Premier rang de par exemple, Baptiste Morisot. L'anthropologie contemporaine propose précisément des élaborations conceptuelles visant à repenser le grand partage. Alors, grand partage, référence à Latour, nous n'avons jamais été modernes, ou bien sûr à Descola, par-delà nature et culture. Donc, le grand partage entre humain, non humain, entre nature et culture. De même, la littérature en écologie ou en philosophie animale critique l'anthropocentrisme pour repenser de meilleures relations avec le vivant, en particulier avec les animaux. Il s'agit là évidemment d'une nécessité qu'il ne s'agit pas de contester. Cependant, ma question ici est la suivante. Doit-on pour autant adhérer sans réserve au discrédit général dont l'anthropocentrisme est frappé? Plus précisément, ce dernier est-il nécessairement un obstacle à surmonter sur la voie d'un rapport plus respectueux de l'environnement et du vivant? Tel que cet anthropocentrisme s'est historiquement constitué, c'est certainement le cas. Pourtant, je voudrais, dans cette contribution, proposer l'idée d'un anthropocentrisme élargi ou d'un anthropocentrisme réflexif, ou dans lequel le dépassement d'une perspective hégémonique ou dominatrice de la nature passe par la critique de notre propre position dans le monde, critique que l'anthropologie philosophique, j'y reviendrai à la fin, à essayer d'entreprendre, et non pas par le renoncement pur et simple
à toute prise de position ou à toute relation de pouvoir. Ce n'est pas en nous destituant en quelque sorte de notre piédestal, hein, ce qui est bien sûr en même temps une nécessité, mais ce n'est pas que en nous destituant de notre piédestal pour nous fondre en quelque sorte dans le grand tout du vivant que nous pourrons mieux répondre aux défis qui se posent. Je soutiendrai, ou en tout cas j'esquisserai rapidement l'idée qui a germé à l'occasion de mes recherches, que c'est peut-être plutôt en reprenant conscience de ce qui nous différencie comme manière singulièrement humaine d'être vivant que nous pouvons arriver à sortir de l'anthropocentrisme traditionnel. Et qu'en réalité, à mon sens, toutes les positions, enfin, une majorité de positions critiques en sciences humaines et sociales s'appuient sur ce ressort d'un certain anthropocentrisme critique, tout en prétendant ne rien faire de spécifiquement humain. J'examinerai 3 points. Rapidement, d'abord, resituer le cadre de l'anthropocentrisme classique qui est à déconstruire, puis le rejet de l'anthropocentrisme et la nécessité d'opérer le décentrement, qui est l'objectif des sciences humaines et sociales, et en même temps les limites qu'on peut y voir ou les ambiguïtés peut-être qu'on peut y voir. Et enfin, j'aborderai donc dans le dernier point la relation entre l'anthropocentrisme et une catégorie dont Helmut Plessner met particulièrement en avant, à savoir l'excentricité, et que j'essayerai de lire comme une ressource proposée par l'anthropologie philosophique allemande pour un anthropocentrisme réformé. Il faudra à ce moment-là essayer de faire une différence entre anthropocentrisme et ce qu'on peut appeler l'anthropocentration. J'y reviendrai à la fin. Bon. L'anthropocentrisme classique, on peut aller assez rapidement, hein. Son aspect principal, c'est celui qui consiste à juger du reste du vivant à l'aune des catégories humaines, à supposer, autrement dit, une différence de nature entre l'être humain et les autres. Tout, donc l'anthropocentrisme se caractérise par son différentialisme, donc différence de nature, et l'exceptionnalisme. L'exceptionnalisme, c'est l'être humain est seul, unique en son genre dans l'ensemble de la nature. Il bénéficie d'une primauté particulière et d'une origine même surnaturelle, pourrait-on dire. Il y a là-dedans des bases théologiques hein, que je ne peux pas développer ici. Je renvoie pour cela à un ouvrage dont je reparlerai tout à l'heure, un ouvrage collectif dirigé par Éric Baratet qui s'appelle L'animal désanthropisé. Et un autre ouvrage sur le fondement philosophique serait toujours d'Éric Baratet, L'Église et l'animal. Sur l'aspect social et politique, l'anthropocentrisme a permis l'exploitation de la nature, conçue comme réserve de ressources disponibles, exploitables et même devant être exploitées. Même s'il est difficile de saisir dans son ensemble cette attitude qu'on peut appeler structurelle, particulièrement pour le monde occidental, on peut tout de même dire que le propre de l'anthropocentrisme est de s'être présenté comme une attitude naturelle, normale, évidente, ou encore représentant l'ordre des choses. À ce propos, Éric Baratet note donc dans l'introduction de l'animal désanthropisé, Éric Baratet note que l'anthropocentrisme est particulièrement marqué par une confusion, parfois active, mais aussi souvent inconsciente, parce que c'est aussi un climat de pensée, une confusion entre définition générale et définition humaine particulière, au sens où la seconde, c'est-à-dire la particularité humaine, est prise pour la première. Elle devient définition générale. Je prends un exemple classique. Le langage humain, dans une perspective anthropocentrée, serait tout simplement le langage, en général. Et donc les animaux, ne possédant de facto pas la forme humaine de communication, seraient réputés ne rien posséder du tout,
qui soit digne d'être appelé langage. Pour Baratet, la position, par exemple, de benveniste est représentative de cette idée. Bref, il y a sous l'anthropocentrisme traditionnel, l'anthropocentrisme finaliste, quelque chose qu'on peut, avec Agamben, caractériser comme étant la machine anthropologique. C'est un concept qui apparaît dans le livre d'Agamben, L'Ouvert, la machine anthropologique. C'est-à-dire que l'animal, ici prenons l'animal est défini par ce qu'il ne possède pas. Il y a une forme d'asymétrie structurante. Ce que l'animal possède, ce que l'humain possède, pardon, doit être retiré à l'animal et ce dont ce dernier manque devient la possession exclusive de l'être humain. L'anthropocentrisme est ainsi indissociable des idées d'exceptionnalité humaine et de finalité. Je passe maintenant au second point, qui est le décentrement nécessaire face à cette attitude d'hégémonie. La déconstruction nécessaire de l'anthropomorphisme dans les sciences du vivant et dans les sciences humaines et sociales. Alors, je passe assez rapidement, j'avais prévu quelque chose d'un peu plus long là-dessus, mais on pourra en discuter après, c'est pas forcément la peine enfin, on pourra en discuter après, et là, comme ça, c'est pas forcément la peine d'en faire un catalogue de name dropping, mais j'avais repéré un petit peu le fait que, aussi bien en anthropologie, en sociologie, en histoire, en linguistique, en philosophie également, que ce soit en philosophie théorique ou pratique, eh bien, il y a une direction qui se présente, une ligne qui serait à présent le chemin que les sciences humaines et sociales doivent emprunter, à savoir surmonter le réductionnisme et l'exploitation des animaux réduits à de simples machines et de simples ressources. D'où les mouvements contemporains qui s'attachent tous, d'une manière ou d'une autre, à compenser l'anthropocentrisme séculaire par une forme de zoocentrisme recentré sur l'animal, ou de biocentrisme, recentré sur le vivant. Ces approches ont évidemment le mérite fondamental de nous obliger à décentrer notre regard, à remettre en question l'évidence de notre propre position dominante. Mais, et c'est là en fait que j'en viens, je crois que paradoxalement, euh, l'anthropocentrisme demeure un point aveugle de cette réflexion critique. Et qu'en réalité, la sortie de l'anthropocentrisme finaliste traditionnel, qui est nécessaire, ne peut se faire qu'en examinant les conditions anthropologiques qui permettent cette sortie. Ce qui suppose de réfléchir à nouveau frais sur la manière dont l'être humain prend position. Je ne dis pas évidemment que ce qui a été fait ne servirait à rien, il s'agit de critiques fécondes. Je pense que les critiques contemporaines de l'anthropocentrisme finaliste traditionnelle ne fonctionnent elles-mêmes que dans la mesure où elles s'appuient sur les ressources spécifiquement humaines de la prise de position réflexive. Si l'on est capable de critiquer l'anthropocentrisme, c'est justement parce que cette critique fonctionne en déportant notre centre de gravité, ce qui est encore une manière de prendre position par rapport à la centralité de l'expérience humaine. Pour essayer d'éclaircir ce que je veux dire, je vais prendre rapidement un exemple qui est à nouveau tiré de l'introduction de l'animal désanthropisé de Baratet. Donc, Baratet appelle à la désanthropisation de l'animal. Il y a là un objectif et une méthode. L'objectif, c'est, on l'a compris, congédier l'anthropocentrisme traditionnel. Donc ici, désanthropiser, ça veut dire considérer l'animal en lui-même et ne plus plaquer sur lui des déterminations qui sont en fait faites à la mesure de l'humain et qui sont finalement toujours dévalorisantes. Ici, désanthropiser, c'est retrouver la singularité du comportement animal, de la conscience animale, des émotions animales, etc.
Maintenant, ça c'est l'objectif. Maintenant, la méthode qui est proposée est, pour Baraté, ce qu'il appelle un usage critique de l'anthropomorphisme. Un usage critique de l'anthropomorphisme, ou un anthropomorphisme de questionnement. Mais donc ici, il ne s'agit plus de rejeter notre point de vue, mais de conserver ce qu'il y aurait en quelque sorte de meilleur en lui, pour mieux comprendre cette fois la parenté, l'affinité que nous avons avec les autres vivants. Il y a donc en quelque sorte, hein, ici, enfin c'est en tout cas une hypothèse, une forme d'injonction contradictoire. D'un côté, il faudrait critiquer et faire abstraction de notre point de vue, qui est à juste titre déclaré comme étant un point de vue parmi d'autres, ce que l'éthologie également nous enseigne. C'est-à-dire d'un côté, donc pratiquer l'anti-anthropocentrisme, et d'autre part, nous servir de notre point de vue pour poser les bonnes questions aux animaux. Là, je renvoie également à Vinciane Després, que diraient les animaux si nous leur posions les bonnes questions? C'est-à-dire se servir, par exemple, sur le mode analogique de ce que nous connaissons du langage, de la conscience, des émotions, de notre propre perspective, pour déterminer si les animaux n'auraient pas des expériences similaires aux nôtres. D'un côté, donc, le point de vue humain est condamné, de l'autre, il est légitimé. Comment peut-on maintenir ensemble ces deux branches? Eh bien, Baraté donne un certain nombre de raisons qui ne me paraissent pas tout à fait satisfaisantes et là, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais pour le temps de la discussion, on pourra en parler. Il me semble que ce qui est en jeu ici, c'est la question, peut-on réellement penser un rapport au monde qui ne serait en rien anthropocentré? Et il me semble, à l'aide de la philosophie de Plessner, qu'on peut à la fois répondre qu'il est impossible de sortir de notre propre perspective absolument, mais qu'on peut néanmoins faire jouer cette perspective de manière excentrique. Mais, et ça alors c'est la thèse de Plessner à laquelle pour ma part j'adhère, même si pas tout à fait sous la forme que Plessner lui donne, mais que dans cette capacité à s'excentrer et à faire varier les points de gravité, les points de centration justement, anthropocentrisme, biocentrisme, zéocentrisme, se révèle une spécificité humaine. Celle que donc Plessner appelle, oui, il reste 3 minutes, c'est ça? Deux. Eh bien, alors rapidement, celle que Plessner appelle la positionnalité excentrique. C'est en fait une manière pour l'être humain de prendre position vis-à-vis de lui-même de deux manières. D'abord, ça c'est ce qu'il appelle l'anthropocentration, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas sortir totalement de notre propre perspective. Mais nous avons une capacité d'excentration, bon, que finalement Plessner caractérise assez placidement comme une sorte de réflexivité, qui nous permet justement de prendre conscience de des points de vue alternatifs. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que ce qui manque aux critiques diverses, je n'ai fait que évoquer, des sciences humaines et sociales vis-à-vis de notre point de vue anthropocentrique. Ce n'est pas un manque de pertinence. Elles sont évidemment pertinentes, mais c'est une théorie du type anthropologie philosophique qui rendrait compte de notre capacité à justement pouvoir nous excentrer et pouvoir précisément à la fois critiquer l'anthropocentrisme, c'est-à-dire le fait d'organiser de manière idéologique et arbitraire tous les intérêts sur le nôtre propre, et en même temps pouvoir faire la part des choses et savoir aussi retenir ce qui, chez nous, peut faire analogie avec le reste du vivant. Voilà. Donc, j'aurais aimé raccorder un peu. J'ai encore 1 minute. Alors, disons simplement que je pense que ce qui est condamnable, c'est surtout un anthropocentrisme qui serait aveugle à lui-même.
Mais l'anthropocentrisme critique, conscient de son excentricité et de sa responsabilité, peut devenir une ressource pour penser notre rapport au vivant. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas en cessant d'être humain que nous pourrons habiter autrement la Terre, ni en essayant, en quelque sorte, de nous fondre dans une sorte de totalité un peu comme ça, vague. Et je ne crois pas non plus, mais ça, vous pourrez peut-être me convaincre du contraire, j'ai pas position bien arrêtée, mais je ne crois pas non plus forcément à la possibilité d'importer, par exemple, à la manière de ce qu'identifie Descola, d'importer d'autres manières d'organiser des cosmologies dans notre propre rationalité occidentale. Mais précisément, faire ce pas de côté qui nous permet de nous décentrer est une possibilité strictement humaine et c'est en s'appuyant sur elle, comme sur un ressort, plus qu'en gagnant, que l'on parviendra à une meilleure prise en compte des animaux. Voilà. Bon, je suis désolé, c'était un peu finalement décousu. Je pensais avoir... Bon, bref, je ne prends pas de temps sur les questions. Très bien, merci beaucoup. Désolée pour rien. Non, non, mais c'est bien ça. Est-ce qu'il y a des questions? C'est une heure difficile, mais voilà. Des questions? Non? Ouais, Oui, c'est ton nom. ouais, peut-être Ouais. que j'en ai une. Alors, est-ce que tu pourrais du coup expliquer un peu plus quelle serait la forme, du coup, dans les sciences humaines et sociales ou même en termes de philosophie, la forme que cette excentricité ou cette conscience excentrique ou cette réflexivité pourrait prendre? Oui, mais en fait, mais ça, c'est un problème que j'ai de toute façon dans ma thèse. En fait, ce que j'essayais de dire, mais c'est en soi une thèse qui est pas forcément, qui va pas de soi, bien sûr, parce elle irait dans le sens d'une certaine réhabilitation d'une forme d'anthropologie philosophique. En fait, je pense que, euh, je les ai pas cités par exemple, mais si on prend toute la littérature qu'il y a au sujet du point de vue animal, au sujet de restituer la singularité des animaux, restituer la richesse de leurs émotions, des perspectives en éthique animale aussi. Toute cette prise en compte, en fait, simplement, je pense qu'elle est tout à fait, tout à fait justifiée. Je suis tout à fait, je trouve que toutes ces études sont tout à fait pertinentes. Mais, à mon sens, si elles sont possibles, ou ce qu'elles mettent en œuvre, ce qu'elles montrent, ce qu'elles démontrent, par exemple dans la volonté de désanthropiser, c'est justement cette capacité de l'être humain à être un être excentrique. C'est ça, en fait, ce que je voulais dire. Que si on veut chercher, alors voilà, on n'est pas obligé de vouloir ça. Euh, c'est un cheminement parmi d'autres. Mais si on devait chercher à répondre à la question comment est-ce possible, finalement, et cette question n'est pas, on en fait, je sais pas, une affaire parfois de gros cerveau ou d'intelligence hyper développée chez l'être humain. Comment ça soit, parce que ça, c'est quand même quelque chose qu'on n'observe pas, pas vraiment, ou alors dans des proportions moindres, chez les autres espèces animales. Comment se fait-il justement que cette préoccupation puisse advenir? La préoccupation du biocentrisme, la préoccupation du zéocentrisme. Eh bien, ce que Plessner propose, que du coup j'ai complètement galvaudé, mais ce que Plessner propose, c'est de considérer, alors lui, il parle pas de ces questions, évidemment, c'est avançable. Ce que Plessner propose, c'est d'envisager l'être humain comme l'être excentrique, celui qui, justement, arrive à prendre position euh, ou arrive à se questionner sur sa propre prise de position, et donc à faire varier les centres de gravité. Par exemple, si on regarde l'animal désanthropisé, bon, et par ailleurs, c'est un très bon texte, c'est un texte excellent, mais en gros, si on doit désanthropiser, c'est parce que les connaissances scientifiques de l'éthologie nous y obligent. Bon. Après, en même temps, Barater reconnaît que c'est pas si simple, en tant que tel, les connaissances, et ou que par ailleurs, il y aurait une forme de pression sociologique ou de relativisme anthropologique. Mais il me semble
que, fondamentalement, si on arrive à avoir cette capacité qui peut être dévoyée, je pense que l'anthropocentrisme classique, traditionnel, est un dévoiement de cette excentricité, du fait qu'on ne coïncide pas toujours avec son centre. Mais que le remède est en quelque sorte dans le mal, et que on peut euh, aller vers d'autres formes réflexives. Simplement, pour te répondre, je pense que ce qui se passe dans les SHS, c'est quelque chose de pertinent. En ce sens, j'ai pas de méthode excentrique et alternative à proposer. En revanche, pour rendre compte de ce mouvement, en s'interrogeant sur ce mouvement, il me semblait que la proposition de Plessner, en son temps, était intéressante. Voilà. D'autres questions? Est-ce que ce qu'on trouve par exemple dans les théories je crois qu'on appelle ça du compagnonnage, c'est ça? Chez Haraway, si je ne me trompe pas. Est-ce que ce sont des théories qui sont solidaires de la réflexion de Plessner ou ça vient de courants tout à fait différents et indépendants? Alors, ça vient, alors, non, ça n'a pas de, pour le coup, c'est complètement indépendant, parce qu'en vérité, bon, si vous allez lire Plessner, moi, je vous le conseille pas forcément, hein. Non, mais ouais, non, mais c'est juste qu'à un moment, il faut aussi, on a le sujet de thèse qu'on a, il faut essayer dans quelque chose d'intéressant. Moi, je me le conseille pas forcément, mais il y a des idées qui sont bien. Non, bon, déjà, c'est quand même avant, donc non, ça n'a pas de rapport idéologique direct. D'ailleurs, beaucoup de conclusions de Plessner, mais ça, je rentre pas là-dedans, restent très classiques, hein. C'est plutôt moi qui essaye d'en faire quelque chose. Mais à partir de cette ressource de l'excentricité. Et parce que, mais ça, c'est toujours pareil, maintenant, avec le discrédit de l'anthropologie philosophique, c'est peut-être revenir à une position un peu bourgeoise de philosophe idéaliste. Mais comment rendre raison de cette capacité, justement, à pouvoir faire une sorte de compagnonnage, à pouvoir faire des liens multi-espèces, à pouvoir trou- euh, à pouvoir troubler les frontières aussi. Plessner a des réflexions très intéressantes sur, pour le coup, sur le rapport à la frontière, à ce qui est soi et à ce qui n'est pas soi. Alors lui, il a tendance à rigidifier un peu le truc et à revenir à une métaphysique un peu traditionnelle par moment, mais justement, je pense que on peut pluraliser. Dans ses meilleurs moments, il dit qu'on peut pluraliser les frontières. Bon, il pousse pas davantage plus loin. Mais ça, c'est intéressant aussi. La question, c'est est-ce que on a vraiment besoin de quelque chose comme une anthropologie philosophique pour expliquer cette capacité, ou est-ce qu'elle s'explique simplement par d'autres moyens, qu'ils soient biologiques ou sociologiques ou autres? Plessner, lui, était très attaché à l'anti-réductionnisme, c'est-à-dire que lui, il voulait vraiment une humanité pluridimensionnelle. C'est-à-dire qu'il voulait pas qu'on dise que l'homme, si on en reste à l'être humain, il est biologique, il est social, il est culturel, il est aussi naturel, il est tout ça à la fois. Il était contre toute forme de réductionnisme, aussi bien sociologique que naturaliste. Et d'une certaine manière, là, ça aussi, je vous en ai fait grâce, mais j'avais relevé une citation chez Baraté. D'une certaine manière, Baraté aussi, ce qu'il demande pour l'animal, c'est à la fin de son texte, c'est une conception de l'animal la plus profuse possible. C'est-à-dire qu'ils prennent en compte à la fois l'éthologie, même l'anthropologie, la sociologie, etc. Et là, il y a une parenté frappante. Et il me semble que pour désigner, euh, ou pour essayer de rendre un peu intelligible cette capacité qu'a l'espèce humaine, pour le meilleur comme pour le pire, de sortir au-delà de soi, eh bien, l'excentricité de Plessner était pas trop mal. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Parce qu'on est au juste dans le temps. Merci. Merci.